Le projet de ce colloque a émergé il y a plusieurs mois, bien avant que ne soit formé le nouveau gouvernement de Netanyahou, où figurent des ministres suprémacistes et ultra-religieux fanatiques, bien avant que les événements sanglants des dernières semaines et des derniers jours ne viennent à nouveau endeuiller les Israéliens et les Palestiniens. Tout cela était certes prévisible, et ce qui se passe actuellement a un terrible goût de déjà-vu. Une étape supplémentaire a pourtant été franchie. Des dizaines de milliers d'Israéliens descendent dans la rue pour réclamer le respect des principes et des valeurs d'une démocratie pleine et entière. Dans ce contexte, y aurait-il dans le pays une place pour discuter de la question palestinienne sans aveuglement, sans œillères, sans occulter aucun aspect de la réalité? Je l'espère, mais rien n'est joué. Les pays arabes, de leur côté, s'intéressent peu ou pas au sort des Palestiniens. Leur business avec Israël les satisfait. L'Europe dispense des fonds à défaut d'opter pour une politique de faire émerger de vraies solutions. Les États-Unis ne font guère mieux. Trop de gouvernants hésitent à faire un pas en direction des Palestiniens par crainte que ce ne soit mal perçu par les communautés juives locales, dont la communauté juive française ultra-légitimiste. Il vaut mieux oublier le conflit entre Israéliens et Palestiniens, d'où ce silence assourdissant. Et c'est notre responsabilité de chercher à relancer un processus de paix. Nous ne devons pas céder aux tentations de l'indifférence, de l'habitude du tragique et du fameux conflit sans fin. Et si ce colloque peut être un moyen, même infime, de porter une voix pacifique dans ce débat inexistant, alors les Palestiniens auront gagné quelque chose aujourd'hui. Parler de la Palestine, c'est ne pas la laisser mourir. Et je terminerai par cette citation tirée d'un poème de Mahmoud Darwish, Ala hadhihi al-ard ma yastahiqqu al-haya, qui signifie « Sur cette terre, il y a ce qui vaut la peine de vivre ». Alors la première table ronde, une terre, deux peuples. Alors, en faisant un peu de recherche, je me suis aperçu que c'était Dominique Perrin, un historien et professeur agrégé, qui avait utilisé cette expression dans un de ses livres, où il essayait d'expliquer la singularité de cette terre, de cette région, d'une Palestine qui est une zone géographique dans laquelle il y a rarement eu d'expression politique locale. Il y a eu beaucoup d'envahisseurs, beaucoup de passages, mais jamais localement d'État qui s'était créé. Et puis, il y a eu effectivement la création de l'État d'Israël et ces contestations quasi immédiates qui se sont faites sur les contours, les frontières dessinées à l'époque pour ce nouvel État d'Israël. On pouvait s'interroger, c'est-à-dire qu'avec un tel gouvernement, et l'interrogation subsiste pour l'avenir, hein, jusqu'à quand les capitales occidentales, comme on dit, vont-elles pouvoir faire comme si s'était rien passé en Israël et comme si le gouvernement israélien était un gouvernement comme un autre, comme par le passé? La réponse appartient en partie à l'extrême droite, ce qu'elle va commettre comme crime, comme forfait, mais elle appartient surtout aux capitales occidentales qui auront peut-être du mal à tenir cette ligne. Ce dont je voudrais parler ici, c'est de la présence au sein de ces manifestations d'un petit groupe, d'un petit bloc de manifestants qui se distingue clairement de la masse. Alors à quoi est-ce qu'ils se distinguent? Tout d'abord à la présence de drapeaux palestiniens qu'ils brandissent, en signe de solidarité évidemment avec la cause nationale palestinienne, mais aussi en signe de défi contre l'ordre qui a été donné à Itamar Ben-Gvir, à la police, d'appliquer l'interdiction de ce drapeau dans les espaces publics.
Mais il faut dire qu'il n'y a pas que Ben Gvir que ce drapeau palestinien hérisse, puisque dans ces manifestations, ces manifestants du bloc dit radical ou anti-occupation se font prendre à partie, sont pris à partie par de nombreux autres manifestants qui trouvent très irritant qu'ils viennent avec ce drapeau palestinien. Le mois de janvier a vu ces projets prendre corps, avec pour résultat un bain de sang. 37 Palestiniens tués en moins de 30 jours et 7 Israéliens assassinés. S'il y a donc péril en la demeure, je voudrais toutefois dire qu'il n'a rien de fatal, ce péril. Le premier obstacle vient bien sûr des territoires occupés. Le printemps palestinien 2021 avait prouvé que les Palestiniens ne se laisseraient pas faire. Depuis, malgré une répression sans précédent, la résistance se poursuit et recourt ici ou là aux armes, parfois même contre des civils, on l'a vu. En Israël même, ça vient d'être dit par Karine, d'énormes manifestations s'opposent à Netanyahou. Le 21 janvier, on a recensé dans les 3 manifestations 130 000 participants. En termes français, ça équivaut à 900 000 chez nous. Ça n'est pas marginal. Comme si, après avoir voté comme ils ont voté le 1er novembre, nombre d'Israéliens se réveillaient avec la gueule de bois. Il y a aussi tous ceux qui complètement boycottent ces élections et de se dire qu'en votant, finalement, rien ne changera pour eux depuis la Knesset. Et donc, le fait qu'il y ait quelques Arabes assis au Parlement, eux voient ça plutôt comme l'idée de dire oui, bon, c'est pour montrer que finalement, c'est une grande démocratie, mais on voit qu'ils n'ont pas du tout, de poids derrière. Aujourd'hui, 20 ans ont passé, 55 années depuis la guerre des 6 jours. 80% des Juifs israéliens actuels n'étaient pas nés ou avaient moins de 10 ans lorsqu'Israël a conquis la totalité de la Palestine mandataire britannique. C'est-à-dire que 4 Israéliens actuels sur 5 ont vécu dans un Israël où la frontière n'existe plus entre le pays qui est reconnu par le droit international et celui dans lequel les Palestiniens sont occupés. La maîtrise de la terre et l'idéologie qu'elle charrie ont progressivement conquis toutes les mentalités juives israéliennes. Et le rôle de l'éducation publique en Israël en ce sens a été prédominant. Quand on évoque telle colonie, hormis les plus importantes, les plus connues, Malé, Doumim ou Ariel, mais il y a plus de 100 colonies maintenant, un grand nombre de jeunes Israéliens ne savent pas si elles se trouvent dans l'Israël qui est internationalement reconnu ou dans l'Israël réel, actuel, qui est celui qui projette sa domination sur toute la terre d'Israël. Et d'ailleurs, pour la plupart, ils s'en fichent. Comment s'étonner que les mentalités coloniales aient progressivement colonisé aussi les cerveaux des Israéliens ? Quel point commun entre ce régime d'Afrique du Sud, qui a inventé ce mot d'apartheid, et le régime d'Israël, qui, dans le cadre des frontières de 1948, on va quand même le rappeler, on l'a un peu dit tout à l'heure, reconnaît à 2 millions environ de Palestiniens d'Israël des libertés personnelles, de mariage, de résidence, de circulation, l'accès aux écoles, aux universités, aux hôpitaux, le droit de voter, d'être élu à la Knesset. Quelles sont cependant les restrictions de droits depuis longtemps et récemment qui se sont aggravées, on a commencé à le dire ce matin, les restrictions qui s'appliquent aux populations palestiniennes des territoires occupés et jusqu'à quel point ces restrictions contaminent, on a aussi un peu effleuré ce sujet, on va y aller encore un peu plus, la condition de tous les autres entre Méditerranée et Jourdain. Il s'agit bien évidemment de cette question-là, quel territoire et quel droit, quelles restrictions. Pourquoi, enfin, je crois que c'est important de réfléchir sur le mot, parce qu'on sait que les mots ont une force, les mots sont aussi un pouvoir. Pourquoi ce mot est-il en train, semble-t-il, de s'imposer
Pourquoi est-il préféré à d'autres, et notamment à la condamnation qui existe, après tout, en droit international aussi, depuis la résolution 242 de l'ONU en 1967, qui a quand même très clairement, même si elle n'a pas été suivie des faits, très clairement condamné la colonisation des territoires occupés. Tous les Palestiniens ne sont pas soumis aux mêmes règles de droit. Tous les Palestiniens n'ont pas les mêmes passeports, entre guillemets. Il y a des Palestiniens qui ont la carte bleue, d'autres qui ont une carte verte, qui régit toute leur vie quotidienne. Certains, selon qu'on a la carte bleue ou la carte verte ou le statut de résident permanent à Jérusalem-Est, on n'a pas la possibilité de se déplacer à l'intérieur même des territoires de la même façon. On n'a pas les mêmes droits, on n'a pas la même liberté d'aller à l'étranger. À Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Il faut appeler les choses par leur nom, et les personnes ne peuvent pratiquement pas quitter Gaza pour se rendre à l'étranger, ni d'ailleurs en Cisjordanie, ni d'ailleurs à Jérusalem-Est, et encore moins en Israël. Les personnes qui sont en Cisjordanie, si elles veulent se rendre à l'étranger, doivent prendre l'avion en Jordanie ou dans un autre pays, mais ne peuvent pas utiliser les aéroports israéliens, alors que les Palestiniens de Jérusalem-Est ou d'Israël peuvent le faire, mais avec également des restrictions. Donc on voit que tous les Palestiniens c'est une fragmentation légale. Depuis que le rapport d'Amnesty est sorti, je suis frappé par les réticences, non seulement des soutiens de la politique israélienne, mais même de gens qui se sont battus en faveur de la cause palestinienne sur l'usage du mot apartheid. Alors qu'on a une organisation comme Amnesty International qui a quand même une grande réputation, qu'on a une organisation comme B'Tselem, une organisation israélienne qui proclame ce mot apartheid, alors même qu'aujourd'hui en Israël, quasiment les officiels reconnaissent ça, puisque comme vous savez, le 19 juillet 2018, le Parlement a adopté, et ce n'était pas un Parlement d'extrême droite, c'était un Parlement dans lequel les centristes ont voté une loi qui s'appelle Israël en tant qu'État-nation du peuple juif, qui proclame haut et fort l'exercice du droit à l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est réservé au peuple juif, avec toute une série de conséquences concrètes qui donnent plus de droits aux juifs israéliens qu'aux palestiniens israéliens. Cette discrimination apparaît tout particulièrement en Cisjordanie et à Gaza, territoire dans lequel les habitants palestiniens sont privés de tout droit. Au dire d'Israël, il s'agit d'une occupation pour des besoins sécuritaires temporaires par essence. Mais après 55 ans de régime militaire, sous les auspices duquel près d'un demi-million de colons ont établi leur foyer en Cisjordanie, il faut se rendre à l'évidence qu'il s'agit d'un pouvoir colonial destiné à être permanent. On en trouve la preuve dans les lignes directrices du nouveau gouvernement israélien, selon lesquelles, je cite, le peuple juif a un droit exclusif et indéfectible sur tout l'espace d'Eretz Israël, la terre d'Israël. Fin de citation. Et les Palestiniens qui y habitent, pour le gouvernement, ils sont transparents. Je pense qu'il faut comprendre que dans ce conflit, on n'avancera pas si, malheureusement, on n'apprend pas à renoncer. Et les Israéliens, comme les Palestiniens, doivent renoncer à quelque chose. Les Palestiniens, ça a été dit, doivent renoncer à l'idée même qu'un État palestinien existe. Aujourd'hui, c'est la réalité du terrain, il faut le dire. Il faut arrêter de faire espérer les Palestiniens sur cette question. Et puis, les Israéliens doivent renoncer à quelque chose aussi, qui est que Israël ne pourra pas rester un État démocratique et juif en l'État. Et c'est de ce constat, en réalité, ou en tout cas, s'est introduite la question de l'apartheid. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, tout simplement, dans un état de fait de colonisation et d'occupation des territoires palestiniens, on est soit un État démocratique en intégrant les populations palestiniennes, et donc on fait société avec, soit on va hiérarchiser, institutionnaliser un régime de séparation entre le juif et le non-juif, et dans ce cas-là, on est dans un état d'apartheid.
même s'il y a, encore une fois, si la question de l'apartheid se pose, et se pose encore en Israël, c'est parce que la perspective, effectivement, de se retrouver dans la situation à l'africaine du Sud, qu'une minorité, de juifs en l'occurrence, exerce son autorité sur une majorité, en l'occurrence de Palestiniens. C'est-à-dire que la discussion sur l'apartheid en Israël était toujours de l'ordre de la projection. Vous ne trouverez très peu, en tout cas dans les années 80, 90, 2000, très peu d'Israéliens dire c'est un état d'apartheid. Aujourd'hui, non, c'est en termes de projection future. Si on continue d'exercer notre domination, il y aura une minorité de Juifs qui exerceront son autorité sur une majorité de Palestiniens. Alors la fonction de cette table ronde, c'est ce que je suppose en tout cas, sera peut-être justement de nous arracher à nos imaginaires et de nous faire redescendre sur Terre. Et sur Terre, aujourd'hui, si je ne me trompe, Jérusalem, c'est l'aboutissement d'une histoire longue, complexe, ayant mis aux prises des acteurs les plus divers. C'est une géographie, un urbanisme, c'est une démographie, une diversité de populations à la fois imbriquées et séparées, le lieu et l'enjeu d'un affrontement de pouvoir. Ces édifices religieux et culturels, Vincent, vous en avez parlé, finalement appartiennent à différentes communautés religieuses. Et c'est ce qui fait un peu la particularité de ces sites à Jérusalem, cette superposition finalement de rapports de force religieux, identitaires et politiques, et qui font finalement de leur gouvernance, une gouvernance finalement éminemment complexe et presque impossible. Et c'est la raison pour laquelle un équilibre a été trouvé, ou en tout cas des tentatives d'équilibre ont été pensées. Alors bien évidemment, ça ne date pas d'hier. Vous avez certainement entendu parler du fameux statu quo, on en a parlé un petit peu ce matin. Et c'est une appellation finalement ancienne qui date de l'Empire ottoman et qui finalement est arrivée à un moment où il fallait trouver un ordre dans une nécessité de codifier, d'apporter des règles justement dans le partage de ces sites religieux, en sachant que à l'époque, ce statu quo avait été pensé pour les édifices chrétiens. Jérusalem, par sa vocation sans doute, est une capitale impossible, c'est-à-dire que c'est une ville qu'on ne peut pas s'approprier exclusivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à avoir de souveraineté à Jérusalem. Il y a toujours eu une souveraineté. Il y a toujours quelqu'un pour ramasser les ordures, payer les taxes et régler les problèmes d'ordre public. D'accord ? Plus ou moins bien, avec plus ou moins de discrimination. Voilà. Mais l'appropriation exclusive que suppose évidemment le statut de capitale, a priori, est impossible, a toujours été impossible. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans le 3e épisode de cette longue histoire. En réalité, les Israéliens, même s'ils sont attachés à Jérusalem, ils sont attachés surtout à la vieille ville et à ses environs. Et quand on fait des cartes mentales, ça ne va pas du tout jusqu'à Ramallah, ça ne va pas... Voilà, même donc en fait, et c'est quelque chose qu'on a vu aussi avec la construction du mur, la plupart des Israéliens étaient favorables à rejeter certaines parties de Jérusalem qui étaient dans le périmètre municipal, mais qui étaient des quartiers de fort peuplement palestinien. Donc en fait, les frontières, dans l'espace mental et imaginaire israélien, les frontières de Jérusalem, elles sont encore troubles, et ça peut peut-être encore bouger, Vincent. Le budget municipal, il est dépensé à 93%, soit à Jérusalem-Ouest, soit dans les quartiers de colonisation de Jérusalem-Est, et à 7% pour les 400 000 habitants palestiniens de Jérusalem-Est. Alors quand on sait qu'en plus ces habitants sont les plus pauvres et que ces quartiers sont les plus pauvres, vous imaginez si vous mettez 93% d'un budget sur les quartiers qui sont déjà les plus riches, ça veut dire que c'est ce que je rappelle toujours, le fossé continue de s'élargir en fait entre les niveaux de vie en termes d'équipement entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Et puis il y a la question des permis de construire. Ce qui est absolument complètement absurde en termes de statistiques démographiques, je parle sous le contrôle de Youssef Courbage, c'est qu'on ait pu avoir une population palestinienne multipliée par plus de 5 à Jérusalem-Est avec très très peu de permis de construire. Et on arrive à des niveaux de densité de nombre d'habitants par pièce qui est plus que limite, qui crée des problèmes évidemment, énormes. Donc on est sans doute, de l'avis de tous les experts, on est sans doute à un maximum
de population à Jérusalem, un maximum physique, j'allais dire, de population à Jérusalem-Est. Et puis il y a autre chose qu'il faudrait ajouter, c'est qu'en plus, une partie de ces 400 000 Palestiniens de Jérusalem-Est sont, alors là, attention, accrochez-vous, vivent derrière le mur. Hein, c'est-à-dire que, alors là, c'est encore plus contre-intuitif. Imaginez-vous bien, imaginez-vous que le mur, généralement, quand on vous dit le mur, vous avez l'habitude de le voir à l'est de la ligne verte, d'accord, parce que le but est de prendre plus, mais à Jérusalem spécifiquement, constatant qu'il y avait effectivement des quartiers et en fait des camps de réfugiés, notamment le bord de Chouafat, etc., extrêmement peuplés à l'intérieur des frontières municipales, d'accord, les Israéliens ont décidé de faire le mur plus à l'ouest, d'une certaine manière, que ce qu'ils auraient pu, je parle avec plein de guillemets, s'ils savaient respecter leurs limites municipales. La négociation impossible. Elle est impossible parce que ce qui pèse sur cette négociation, c'est qu'elle est constamment détournée pour devenir une négociation, pour savoir lequel des trois monothéismes, nous disons tous qu'il n'y en a qu'un seul, mais en fait ça fonctionne comme si c'était trois différents, lequel des trois monothéismes est plus souverain que l'autre. C'est là qu'il y a la négociation absolument impossible. Comme on l'a vu avec tous ces échanges, Jérusalem a une histoire très longue et complexe et la souveraineté de Jérusalem est passée entre les mains de plusieurs entités. Et donc, tout au long de son histoire, Jérusalem a eu beaucoup de noms et les toponymes ont parlé de l'imaginaire et un peu de l'irrationnel autour d'une ville, autour d'un endroit et de sa souveraineté. Et les noms, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur ça, que le nom d'un endroit, c'est très important. Et encore aujourd'hui, Jérusalem n'a pas forcément le même nom dans la langue, en fonction de la langue qu'on utilise. Et évidemment, en hébreu et en arabe, le nom n'est pas le même. Et on voit de plus en plus à Jérusalem la transcription en arabe d'un mot hébreu pour donner le nom de Jérusalem, Urshelima, et pas El-Quds, qui est la sainte et qui revêt quand même une grande dimension islamique. Et est-ce que maintenant, donc c'est une question pour n'importe qui, mais est-ce que tout le monde, mais est-ce que aujourd'hui c'est un enjeu, le nom de Jérusalem, la langue, l'alphabet dans lequel on écrit Jérusalem, est-ce que c'est un enjeu et comment ça se traduit dans les faits, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste marginal et qui reste de l'ordre du détail? Vous savez bien, comme je l'ai dit ce matin, que le projet d'État binational a été caressé très tôt, dans les années 20-30, sous la dénomination de Brit Shalom, je traduis Alliance de la paix, a été fondée une association en 1925. Il y avait même un futur homme d'État comme Rupin. Il y avait ces philosophes juifs allemands qui avaient quitté l'Allemagne lorsque la situation s'était dégradée et qui étaient partis en Palestine, comme le philosophe Gershom Scholem, Buber, Magnes, Hugo Bergman. C'était une volonté non seulement de paix, mais d'entendre et un projet d'avenir. Parce que certains d'entre eux étaient convaincus que les sionistes n'avaient pas vu la réalité de la Palestine. Est-ce que les Palestiniens vont rester silencieux face à cette fécondité de combat? Pas du tout, parce que les Palestiniens, à cette époque, mettaient 8 enfants par femme. C'est fabuleux. Les Palestiniens d'Israël étaient à 9,2 enfants. Imaginez, c'était à l'époque le double de l'Afrique subsaharienne la plus sous-développée. La survie, la peur du transfert surtout, jouait beaucoup. À telle enseigne que Yasser Arafat va exhorter la femme palestinienne à mettre au monde 12 enfants. 2 pour la famille, ce qui est logique, et 10 pour la cause, entendu la cause palestinienne. L'utérus des femmes devenait un instrument de combat. À cette époque, 43% des Gazaouis érigeaient la démographie comme l'un des principaux piliers contre l'occupation.
un médecin spécialiste de la lutte contre la stérilité déclarait « J'aide mon peuple à procréer et donc à ne pas disparaître dans les flots de l'immigration juive. Palestiniens, Israéliens, nous nous livrons une guerre démographique sans merci. » On a, pour l'avenir, puisqu'on parle de binational, il faut penser à l'avenir. Et qui est l'avenir? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse palestinienne, c'est la jeunesse israélienne. Or, la jeunesse palestinienne, je viens de le dire, elle est de plus en plus attirée par la lutte armée. Il y a une désespérance. C'est quand même une jeunesse qui, depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis qu'elle existe, cette génération, et les questions de génération, c'est très important dans l'histoire longue du conflit israélo-palestinien. Ils n'ont rien connu d'autre, ils n'ont pas connu de perspective, pas d'ouverture, rien. Tout est bouché, y compris évidemment sur le plan personnel, individuel, le plus immédiat. Et donc ils sont dans une forme de désespérance, et on en a vu les aspects très concrets, très dramatiques, très tragiques, jusqu'à un enfant de 13 ans, d'après ce que j'ai vu dans la presse. C'est quelque chose de terrible. Donc cette voilà la jeunesse palestinienne, avec en plus aucun relais politique, aucune organisation politique structurée en laquelle elle pourrait se projeter. Donc on est vraiment là, du côté palestinien, avec la jeunesse. C'est avec la jeunesse qu'il faut penser. Et si on regarde la jeunesse israélienne, là encore, le sondage d'Haaretz, c'est très inquiétant. C'est que on voit bien que cette jeunesse israélienne est de plus en plus radicalisée. Ils ont voté à 75% d'après le sondage pour la droite en général, et donc en partie pour Ben Gvir et les autres. Donc ce n'est pas un accident électoral, c'est en réalité une situation sociologique qui se traduit dans les résultats électoraux. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. On a ces deux jeunesses qui vont sans doute de plus en plus s'affronter, en espérant évidemment que tout ce que je dis est tout à fait erroné. Je ne renonce pas à l'utopie de l'État unique, de l'État binational. Mais ne sautons pas l'étape du nationalisme palestinien à côté du nationalisme israélien, ça me paraît capital. C'est une fois que les deux peuples auront appris à vivre à côté l'un de l'autre, séparés l'un de l'autre, qu'ils pourront ensuite envisager de vivre les uns avec les autres. Le reste de la société n'a pas encore bougé pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des lignes rouges qui n'ont pas été encore franchies. Je pense, par exemple, que le renforcement, le déploiement encore plus fort de l'annexion va faire bouger le reste de la société. Il y a également des lignes rouges comme, par exemple, l'esplanade des mosquées. Là, ça pourrait faire exploser toute la société. Et vous êtes certain que du côté du nouveau gouvernement israélien, certains y travaillent. Ils cherchent ça. Donc, on a une frange de la société qui n'a pas encore bougé, une autre qui est attaquée et qui est en première ligne et qui attaque, et ce foisonnement de petits groupes qui, je crois que c'est toi Jean-Paul qui l'a dit, dans les sondages commence à dire le temps de la lutte armée est venu. Je termine, deux phrases. Cette situation est en cours. Je ne sais pas à quoi elle aboutirait. Par contre, je suis très troublé par un paysage que j'ai vu quand j'avais 20 ans, qui était le paysage que j'avais vu à Beyrouth après la défaite de 67, quand des dizaines de groupuscules se sont mis un peu partout dans le monde arabe, dans tous les partis politiques arabes également, à dire l'heure de la lutte armée est arrivée, et de ces foisonnements est né en 1968 le mouvement de ce qu'on appelait la résistance palestinienne, pas l'OLP, qui après s'est appelé l'OLP, et qui a fusionné et qui a donné le mouvement. Il y a une grande différence, parce qu'on pourrait me dire, tu rêves, tu n'es plus à Beyrouth, et tu n'as plus 20 ans, c'est vrai. Mais, il y a une rupture historique terrible. Le mouvement que j'ai vu, moi, dans l'exil, il y a 50 ans, il est aujourd'hui au sein du territoire. Il n'est pas à Beyrouth. Et si ce mouvement fait sa liaison, nous sommes entrés dans un bouleversement total. Voilà, moi, ce que je vois aujourd'hui de la situation. Pessimiste, optimiste, je ne sais pas, mais voilà ce que je vois.